Ah ça c'est de la news, tiens, Captain America à la fin d'Avengers Endgame est censé avoir 106 ans, soit l'âge auquel on mourra tous, dégoûtés de ne pas avoir pu voir le Avengers numéro 96 qui sortira l'été d'après, sauf si avant on n'a pas pu supporter l'effondrement global qui nous pend au nez, que justement nous aussi on s'est pendu seul et inconnu, un petit peu comme beaucoup de membres du casting du nouveau Suicide Squad. Oui, j'ai un certain sens de la fête et on peut dire que je sais installer des ambiances fun et déconnantes. Bon, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 210e JT Comics et tout de suite, on passe aux news de la semaine. Capital. Oui, je sais, c'est un péché, mais cette semaine, je ne suis que pure jalousie, depuis que j'ai lu l'histoire de Giuseppe Rupp. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas de son patronyme que je suis jaloux, mais plutôt du braquage qu'il a effectué chez un libraire nommé Half Price Book, et qui vendait la toute première apparition du Punisher, donc dans le Amazing Spider-Man numéro 129, on est en juillet 1974, c'est par Gary Conway et Ross Andru. Ça fait partie des reliques que j'ai toujours voulu posséder, surtout à l'époque, et quand je cherchais justement il y a quelques années, ça tournait autour de 1000 $ pour un bouquin en plutôt bon état. 1600 s'il a été noté et évalué par l'organisme CGC. La vue de face, le numéro a l'air en plutôt bon état. Il est mis à prix à 800 $ et le type a dû travailler et chez Micromania et chez Cash Express parce qu'il a réussi à faire baisser le prix de 600 $, soit 215 $ avec les taxes. Il a remarqué que le bouquin avait des petites traces d'humidité. Il a dit que ça ne valait pas son prix. Donc le manager a été appelé. On lui a demandé combien est-ce qu'il mettrait dans ce livre. Il a dit 150. Le manager a dit 250. Ils ont snappé la poire en deux et ça a donné 200 $. Le type refuse d'appeler ce deal un braquage, il dit qu'il a payé ce comics le juste prix, je vous laisse juger. Alors ça reste quand même évidemment très cher pour un comics d'une vingtaine de pages, mais il faut avouer que c'est un numéro dont la valeur grandit en même temps que la popularité du Punisher, et ça c'est aussi dû aux 3 films ainsi qu'à la série Netflix sur le personnage. Moralité, la négociation ça fonctionne parfois, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous auriez acheté ce comics à ce prix là, spoiler alert, moi oui. Du neuf. Une pluie de news cette semaine avec le programme des sorties du mois de décembre qui est tombé. On a appris que Robert E. Howard, le créateur de Conan le Barbare, avait réussi à faire un quintuple salto arrière, ce qui est un sacré exploit si on considère l'état de santé du bonhomme ainsi que la superficie de son lieu de résidence actuel. Mais déjà que son personnage de Conan a bien été réinventé dans la pop culture au point de très récemment rejoindre les Savage Avengers, donc dans le Marvel Comics Universe, c'est au tour désormais de Dark Agnès et de Solomon Kane, 2 autres de ses créations, de subir le même traitement. Dark Agnès qui vient sûrement pallier le fait que les droits sur Red Sonja sont détenus par Dynamite Entertainment. Et tous ces joyeux drilles vont même faire équipe avec Moon Knight à l'occasion de l'event du crossover qui s'appellera Serpent War et qui est scénarisé par Jim Zub, insérez vos blagues ici, qui est d'ailleurs l'invité de High Comics pour la Comic Con Paris. Wade et Walker vont littéralement donner un coup de main à Doctor Strange. Alors Wade c'est Mark évidemment et Walker c'est certainement pas Paul, sinon là on serait littéralement sur le plan astral. Non, c'est Kev Walker qui va dessiner cette histoire où le Docteur Strange va retrouver l'usage de ses mains et va donc pouvoir se réessayer à la neurochirurgie. Il va donc osciller entre ses obligations médicales et ses obligations magiques et je me demande bien à quoi ça sert d'être le sorcier suprême si c'est pour encore continuer à ouvrir le crâne des gens pour leur retirer des tumeurs. Joséphine elle aurait fait ça, on a les idoles qu'on mérite. Marvel nous sort également une mini-série consacrée au Cosmic Ghost Rider qui va prendre sa revanche, je vais pas vous dire pourquoi, mais c'est coécrit par Dennis Allum et Donny Cates qui va d'ailleurs lui finir l'épopée cosmique qu'il a commencé dans les pages de Thanos Wins dans le dernier numéro en décembre de ses Gardiens de la Galaxie. Je vous ai dit que Donny Cates sera à la Comic Con Paris. Et enfin, Spider Cochon, Peter Porker revient dans sa propre série. Chez DC Comics, Tom Taylor, qui lui aussi sera à la Comic Con Paris, à croire qu'ils y sont absolument tous, mais il continue son ascension puisqu'il va écrire un chapitre de Detective Comics où il sera question d'un orphelinat, du nom de famille Wayne, du papa Bruce, ainsi que du fiston un petit peu rebelle Damian. On va lui envoyer Pascal le grand frère, il fera moins le malin. Après Blackest Night, après The Killing Joke et j'en passe, c'est au tour du cultissime récit des Teen Titans de Judas Contract d'être revisité à la sauce Dark Multiverse. Et dans ce What If, on verra ce qu'il se serait passé si Tara s'en était d'abord pris à Deathstroke, qu'elle lui avait volé son mojo et qu'elle s'en était servie pour s'attaquer aux Titans par la suite. Et les 2 news poids lourds de la semaine, c'est clairement Frank Miller qui revient dans son univers de Dark Knight et qui viendra cette fois avec Raphaël Grandpa au dessin, se focaliser sur les enfants. R. Kelly, tu te calmes. On aura évidemment Carrie Kelly en Batwoman et Jonathan Kent en Superman, décrit comme un petit Bouddha qui flotte tout zen dans les airs comme une loufe du matin.
Ensuite, c'est l'artiste Warren Johnson, à qui on doit Extremity, à qui on doit Murder Falcon, à qui on doit également The Ghost Fleet avec Donny Cates, qui est sorti chez Urban Comics récemment. Et bien, il débarque chez DC à l'occasion du Black Label. Et il va y dessiner et scénariser un récit sur Wonder Woman qui va en gros se réveiller. On va dire qu'elle a fait un petit Ragnarok et elle va découvrir un espèce de monde post-apocalyptique nucléaire. Et dans ce monde où les héros ont clairement échoué, elle va essayer de protéger la dernière citadelle d'êtres humains. Et je trouve ça très cool de la part de DC de choisir deux artistes dont le style est clairement marqué. C'est ce qu'on aime aussi dans nos comics, c'est la singularité visuelle. Annulation. Et vous le savez, pour toute chose, il faut qu'il y ait un équilibre. Le yin, le yang, Igor, Grishka, Isabelle, Patrick. Et donc pour tout projet qui naît, eh bien, il y en a qui malheureusement cessent. Et c'est malheureusement le cas de la Future Foundation par Whiteley et Robson, qui est annulée à cause d'un problème de vente et surtout de vente prévisionnelle. Mais l'éditeur nous laisse quand même profiter d'un arc, donc de 5 numéros. Chez DC, c'est Deathstroke qui va tirer malheureusement sa dernière cartouche avec le numéro 50 qui sera illustré par l'excellent Carlo Pagulayan. Le personnage tire sa révérence après un run de tout de même plus de 3 ans, ainsi qu'un rôle quand même proéminent dans le DC Rebirth. On en a su plus sur ce projet de réécriture de Batman par Brian Azzarello et Cliff Chiang, qui ont finalement fini par faire Wonder Woman ensemble, mais c'était un Batman dans les années 40, sur la côte ouest, donc à Los Angeles, un Batman avec des flingues. C'était aux alentours des 20 ans de Vertigo, donc au début des années 2010, et Brian Azzarello a dit que c'était le manque de succès commercial de Watchmen, et je pense qu'il veut parler de Before Watchmen, qui a poussé DC à se dire que comme Before Watchmen était R-rated, donc pour lecteurs adultes, eh bien aucun projet R-rated ne devait voir le jour, et donc ils ont annulé ce Batman qui a quand même donné lieu à une statue dans la collection Batman Black and White. Petits changements. Et après les annulations pures viennent les petits changements, dont un qui fait clairement transpirer du cif tous les fans de l'univers Valiant, puisque les droits du film Harbinger passent du studio Sony au studio Paramount, alors que le film Bloodshot avec Vin Diesel, lui, reste chez Sony, ce qui met peut-être à mal les chances de voir un jour un univers Valiant partagé. Et on sait que les deux films Bloodshot et Harbinger devaient conduire au film Harbinger Wars, mais apparemment une source bien placée a dit que Bloodshot n'était pas essentiel à l'univers Valiant. Ça fera plaisir à tous les artistes qui ont travaillé sur le comics depuis des années. Marvel s'apprête à sortir son Infinity Saga Box Set qui va réunir les 23 films des 3 phases du MCU. Là, je pense très clairement qu'on n'est pas à moins de 250 $ le coffret. Encore, je pense que je suis très généreux. Et pour convaincre les fans d'acheter à un prix élevé des Blu-ray qu'ils ont probablement en double, si ce n'est en triple, eh bien il a fallu mettre des bonus. Et Kevin Feige, oui, parce que j'ai plus le droit de dire Fig comme je dis depuis des années, a probablement dévoilé le plus grand d'entre eux, une scène alternative de la toute première apparition de Nick Fury à la fin d'Iron Man 1, c'était en 2008. Et cette fois, dans sa toute première apparition, il parle d'insectes radioactifs ainsi que de mutants divers. T'as compris, c'est une référence à Spider-Man et aux X-Men, mais la scène a probablement pas été retenue parce que à l'époque, eh bien, c'est la Fox qui interdisait légalement en fait à Marvel d'utiliser le mot mutant qui leur était réservé. Prums. Et à côté de ça, il y a les plans à la Charles Xavier, ceux qui vont comme sur des roulettes ou qui tiennent fermement sur leurs deux jambes, ça dépend de la période. Et c'est le cas du prochain comics de Charles Soule, de Scott Snyder, de Giuseppe Camuncoli, qui est invité par Panini Comics d'ailleurs à la Comic Con aussi, de Matt Wilson, de Daniel Orlandini, ça s'appelle Undiscovered Country, et ça a été en revanche tout à fait découvert par le studio New Republic Pictures, qui a mis une option sur le bouquin pour l'adapter au cinéma, une option à plus de 7 chiffres, donc à minimum $1 million. Tout ça pour adapter cette histoire d'Amérique qui s'est renfermée sur elle-même pendant 30 ans et qu'on va progressivement redécouvrir grâce à une expédition. Et donc Sartek aux équipes, puisque c'est quand même assez rare qu'un auteur de comics puisse vivre, et plutôt vivre dignement de son métier, surtout en France, donc c'est très bien pour eux. Putain Marvel, putain! Tiens, vous connaissez tous Axe, le fabricant de déos qui essaye de te faire croire que si tu mets du Axe, tu vas niquer. Du coup, il y a des milliers de jeunes adolescents dont c'est plutôt l'intérêt principal qui s'enfilent les bombes de déo plus vite que ce que Patrick Balkany s'enfile les emmerdes judiciaires et qui, au final, sont tout bons à être repeints en vert et pendus à un rétroviseur tellement ils puent le sapin sans bon. Eh bien Marvel, qui est un petit peu spécialisé dans les partenariats insolites, je vous rappelle qu'il a quand même tenté de collaborer avec un fabricant d'armes. Là, la Maison des Idées collabore
collabore avec Axe pour créer un motion comics qui est dessiné par Paco Diaz, et ils vont en créer une équipe de héros adolescents. Les pouvoirs sont assez basiques, on a le feu, l'invisibilité, le hacking. Bon, il me tarde à tout prix de voir comment est-ce qu'ils se transforment. Maintenant ils doivent crier psh, psh, en se mettant du déo. Ils viennent affronter des vilains comme Claw, et en fait je ne sais pas si j'ai envie qu'ils se retrouvent tous sous ce drap, ou bien si j'ai envie qu'un scénariste de talent vienne et prenne le truc à contre-pied en faisant, à la grande Morrison, à la Alan Moore, quelque chose de profond. Et en parlant de contre-pied justement, vous connaissez tous Wolverine, le mutant le plus sauvage, le plus féroce, le plus sanglant, je crois que ce fabricant de peluches toutes mignonnes veut nous la jouer Arme X et nous faire absolument oublier toutes les atrocités qu'on a vu faire Wolverine depuis des années. Et il sort cette petite peluche toute mignonne, toute mimi, qu'on a envie de serrer dans nos bras, ou alors de faire jouer avec la peluche Jean Grey à trouer soi-même. Lisez, lisez et lisez. D'abord, je tiens à remercier toutes les Valentinoises, tous les Valentinois et ceux qui sont aux alentours, et d'avoir pris le temps d'être venus me voir ce week-end à l'occasion du Mangalaxy. Je me suis régalé. J'ai pris plaisir à animer la conférence sur Beau Gauthier de Kermoal, que j'embrasse. J'ai pris plaisir à animer la conférence sur les métiers de doublage avec Philippe Pétieux, Véronique Augereau et Brigitte Lecordier. C'est les voix de mon enfance. C'est animé Batman, les Simpsons, Dragon Ball. Bon. Vous avez tous été ultra sympa, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Le prochain rendez-vous avec vous, c'est à Bourges pour le festival Bulberry, le premier week-end d'octobre, le 6 ou le 7 ou le 5 ou le 6, je sais plus. Et en plus, je serai avec Yann Valani qui dessinera Batman pendant que je ferai une conférence sur le Chevalier Noir. Je prépare également la Paris Comic Con qui a encore fait des annonces de fou. Ils ont annoncé Chris Claremont qui serait présent. Panini a annoncé Esad Ribic, donc qui sera sur leur stand. Ou peut-être que je m'y trouverai aussi. C'est en négociation, un petit quiz, peut-être quelque chose. Rick Leonardi, un dessinateur de grand talent. Alexis Bricot, Monsieur Olivier Coipel sera de retour. Pour les films, il y a Callan Mulvey qui sera là, Karen Gillian aussi, donc ça c'est Nebula. Et l'annonce du matin, c'est que Adult Swim présentera en exclusivité un épisode de Rick et Morty de la saison 4, et là, je suis brûlant. Sinon, en ce moment, je travaille sur une traduction qui me donne pas mal de fil à retordre. J'ai préparé aussi le Mangalaxy, j'ai préparé le grand retour des Sculptures au point, l'émission Sculpture et Pop Culture qui revient dès demain, jeudi, 20h30 en live avec toute l'équipe, avec un invité, un artiste que vous découvrirez demain, et donc on va parler de John Wick. Mais j'ai quand même lu The Disciples, donc par Steve Niles, par Christopher Mittens et par Jay Photos. C'est l'histoire de riches qui colonisent le système solaire, un petit peu comme Jeff Bezos veut le faire. Et c'est un groupe qui va explorer l'espace en quête d'une jeune fille qui a été enlevée par un mec qui a un petit peu créé un culte sur sa planète. Et j'adore les histoires de culte. C'est pour ça que j'avais adoré d'ailleurs le Red State de Kevin Smith. Et ça part très très bien. Je suis très emballé par les couleurs, les dessins. Quand c'est les paysages un petit peu désertiques, j'aime beaucoup. Les personnages, je suis un petit peu moins fan, mais ça reste quand même, c'est que mon opinion personnelle. Donc je vous le recommande quand même. C'est assez particulier comme ambiance. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dans les commentaires. Et d'ailleurs, c'est la fin de ce JT. J'espère qu'il vous a plu. Je tiens à remercier évidemment toutes les personnes qui l'ont regardé, toutes les personnes qui le partagent, qui le tweetent, qui le retweetent, qui le Facebook, qui en parlent autour d'eux. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, bien sûr les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Vous pouvez aussi m'y laisser vos petits messages pour le bandeau, c'est tous les mardis. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous demain à 20h30 en live pour le Sculpture au point sur la Baba Yaga, sur John Wick, et la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et on termine avec un petit point hygiène parce que être propre c'est important.